Rebonjour tout le monde. Suite à la capsule que j'ai faite sur l'intro du chapitre 5, je voulais visiter avec vous dans cette capsule-ci les parties importantes, là, ce qui est important dans la partie 5.1, qui sont en fait là, les descriptions des ondes et quelques caractéristiques qui vont nous prouver, nous aider à voir que la lumière interagir avec la matière et qu'éventuellement, dans les autres sections, on va pouvoir utiliser cette information-là pour aller chercher des informations sur la matière en tant que telle. Donc, vous verrez dans la section 5.2, entre autres, là, on peut aller chercher là, des informations sur la disposition des électrons autour d'un atome d'hydrogène. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. Avant d'arriver là, c'est quand même important là, de regarder quelques caractéristiques des ondes. Donc, j'ai parlé dans ma capsule d'introduction que les ondes et la matière là, sont reliées en tant que telles là, et qu'on est capable d'aller chercher des informations différentes avec différents types d'ondes. Sans lire tout ce qui est écrit ici, je vais peut-être prendre plus une image pour vous aider là, à visualiser le tout. Les caractéristiques d'une onde qui vont nous intéresser, premièrement, ça va être la longueur d'onde, qui va être souvent représentée par la variable lambda. La longueur d'onde, en fait, c'est la distance entre deux crêtes. Donc, si vous regardez la première onde ici, elle a une crête qui commence en haut à gauche et elle fait un cycle complet et on rejoint une crête à cet endroit-ci. Donc, la distance qui est exprimée ici là, représente une longueur d'onde. Dans la deuxième onde, bien, on voit bien que il y a deux crêtes là, qui sont rejointes ici, dans le sens qu'on a un cycle de l'onde qui s'est fait à cet endroit-là et un deuxième cycle de l'onde qui se fait jusqu'à à la distance numéro 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et en fait, sur cette image-là, je l'ai pris volontairement là, pour vous montrer que la longueur d'onde, on peut la mesurer. Puis ici, ben, on voit que la longueur d'onde de la deuxième onde, elle est comme 2 fois moins longue que la longueur d'onde de la première qui est en haut. Donc ça ici, là, c'est vraiment la distance entre deux crêtes. Les longueurs d'onde, ça s'applique à n'importe quel type d'onde, qu'elle soit électromagnétique ou physique, là, ou sonore, peu importe. Là, pour ce qui est des électromagnétiques, bien, la longueur d'onde, c'est ce qui nous aide aussi à caractériser la région du spectre électromagnétique. Donc, pour certaines longueurs d'onde, c'est visible, pour d'autres, c'est ultraviolet, pour d'autres, c'est radio, pour d'autres longueurs d'onde, c'est infrarouge, et ainsi de suite. Là. Donc, c'est ça qui nous aide à caractériser une onde aussi. Directement relié à la longueur d'onde, on a ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence d'une onde, c'est le nombre de fois que l'onde va faire son cycle en une seconde. Donc ici, si on représente là, la distance qui est là comme étant la distance parcourue en une seconde, bien on voit que la première onde va avoir fait la longueur ici en une seconde, alors que en fait, va avoir battu une fois. Donc c'est plus c'est plus quelque chose de genre ce que je devrais dire là. Donc va avoir fait un cycle en une seconde, alors que la deuxième onde va avoir fait deux cycles en une seconde. Donc, on dirait que la fréquence de la deuxième onde, elle est 2 fois plus élevée que la fréquence de la première onde. Donc, ici, c'est bizarrement exprimé sur cette figure-là. Là, je sais pas pourquoi ils ont pris des 10 millisecondes, là, mais les hertz, qui sont les unités de fréquence, c'est des secondes moins 1. Donc, c'est le nombre de fois que l'onde va battre. On peut dire ça comme ça parce que ça fait une oscillation. Là. Donc, le nombre de cycles par seconde qui est fait, ça représente la fréquence. Donc, ça, c'est une autre caractéristique qui est directement reliée à la longueur d'onde. Là. Et en fait, ces deux grandeurs-là sont reliées ici par l'équation que vous voyez dans vos notes, C étant la vitesse de la lumière. Donc là, ça c'est une autre caractéristique des ondes électromagnétiques. Peu importe leur fréquence et peu importe leur longueur d'onde, elles vont toutes voyager à la même vitesse. Donc sur le dessin qui est ici, si on fait partir les deux ondes en même temps du point de départ, bien elles vont parcourir la même vitesse en même temps, la même distance, pardon, en même temps. Donc les deux vont arriver au point final ici, exactement en même temps. C'est juste que la deuxième onde va avoir fait deux cycles par rapport à un cycle pour la première. Donc, elles vont parcourir la même distance puisqu'elles vont à la même vitesse pendant le même temps. Donc, ça, c'est important. C'est ce qui fait que sont reliées, en fait, toutes les ondes sont reliées, peu importe la fréquence et la longueur d'onde, par la vitesse de la lumière. Parce que les ondes électromagnétiques, que ce soit n'importe quelle fréquence,
vont toujours aller à la même vitesse. Donc, une onde radio, ça va à la même vitesse que un rayonnement visible, là, comme par exemple un rayonnement bleu. Ça va à la même vitesse qu'un laser. Okay? Donc, à ce moment-là, les ondes électromagnétiques là, vont toujours à la même vitesse, qu'on peut arrondir pour nous là, à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. C'est une vitesse qui est très très grande. Là. C'est théoriquement la vitesse la plus élevée qui est mesurable. Là. Donc, autrement dit, là, c'est pour vous donner une idée, là, vous avez ici là, qu'un rayon lumineux va parcourir la distance entre Londres et San Francisco. Je sais pas de quel sens, là, dans le sens qu'on peut aller d'un côté ou de l'autre de la Terre, là. Mais mettons qu'on fait entre Londres et San Francisco en passant par, je pense que c'était par l'océan Atlantique, bien, ça se fait en 0,03 secondes. Donc, c'est une vitesse qui est incommensurable. Là. Et entre la Terre et la Lune, là, c'est à peu près 400 000 kilomètres, là. Donc, 4 fois 10 à la 8 mètres, là. Donc, ça nous donne à peu près 1,28 secondes. Donc, il y a un petit délai, là, quand il y a eu des personnes qui sont allées sur la Lune, ben, il y a toujours un petit délai de communication qui est à peu près d'une seconde et demie, là. Ça paraît pas tant que ça, là, quand j'imagine à une seconde et demie, mais tu sais, on peut imaginer que les personnes, si jamais il y a des vols habités qui vont vers Mars ou plus loin, bien, le délai pourrait être plus grand que ça. Donc, il y a un des exercices dans votre volume qui parle de la distance entre Terre et Jupiter. Là. Puis la réponse, ce serait un délai d'à peu près 2,5 secondes ou 3 secondes là, entre pour cette distance-là. Donc, vous voyez, même quand la Terre et Jupiter, là, le rayonnement électromagnétique va aller à une vitesse incommensurable, là, qui est la vitesse de la lumière. Donc, on peut toujours isoler la fréquence, qui est représentée ici par la lettre nu. Donc, la lettre que vous voyez ici, c'est comme un V stylisé, là, ça se prononce nu, et cette grandeur-là est exprimée en hertz, c'est-à-dire en seconde moins 1, parce que c'est le nombre de fois que l'onde va faire son cycle par seconde. Pour ce qui est des rayonnements électromagnétiques, là, les fréquences sont relativement élevées. Là, c'est toujours dans le 10 à la 5, 10 à la 6, 10 à la 15 Hertz. Là, c'est extrêmement rapide. Contrairement aux ondes sonores, là, qui sont beaucoup plus petites, mais les ondes sonores ne sont pas des rayonnements électromagnétiques, c'est des ondes mécaniques. Là. C'est l'air qui vibre vers vos tympans d'oreille. Donc, les fréquences sonores sont beaucoup plus basses, là, entre, mettons, une centaine de Hertz et à peu près 20 000 Hertz, qui sont beaucoup plus lentes qu'une fréquence électromagnétique en tant que telle. Donc, vous avez ici quelques caractéristiques des ondes, comme je vous dis. Là. Donc, c'est une chose qu'on va utiliser, là, calculer la longueur d'onde, calculer la fréquence et la vitesse, mais elle est toujours constante. Considérez que la vitesse, elle est toujours donnée, hein, parce que la vitesse est toujours la même, 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, si je regarde ce qu'il y a d'autre dans ce chapitre-là, ben en fait, ça ici, j'en ai parlé en masse là, dans ma première capsule. Ce qui est peut-être intéressant de retenir, c'est que le spectre du visible, ce que nous autres, on est capable de voir avec nos yeux, ça se trouve entre 400 et 700 nanomètres, respectivement entre le violet et le rouge. Donc, c'est des approximations. Là, il y en a qui vont dire 390 à 740. Là, donc, on peut jouer un petit peu sur ces chiffres-là, mais pour faire des chiffres ronds, 400 à 700, ça fonctionne très bien. Là. Donc, ça nous permet de situer là, le spectre du visible. Je ne demanderai jamais d'apprendre les couleurs. Là. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'être capable de reconnaître qu'une onde va être dans le spectre du visible ou non. Donc, est-ce que sa longueur d'onde est entre 400 et 700 nanomètres? Nano, ici, voulant dire x 10 à la moins 9 mètres. Donc, puisqu'on calcule les longueurs d'onde en mètres, bien, ça va vous donner une idée là, que quand vous êtes dans le 10 à la moins 9, 8, 7 mètres, là, vous êtes dans le domaine du nanomètre. Et entre 400 et 700, c'est dans le spectre du visible. Donc, ça, c'est une chose. Avec la lumière, si on veut commencer à faire le lien avec la matière, la théorie, en fait, c'est une des théories qui est applicable, là, ou qui est émergée de ceci, c'est ce qu'on appelle la théorie des quanta, comme quoi l'énergie qui est contenue dans la matière, c'est-à-dire dans les atomes, a tendance à varier de façon discontinue. Je m'explique, en tout cas, je vais essayer d'expliquer ça rapidement. C'est pas quelque chose de simple à expliquer là, en tant que tel. Ça prend un bon background aussi, là. Mais cette théorie-là a émergé en fait d'une première expérience qui s'appelle le rayonnement du corps noir.
probablement dans le milieu des années 1800, là, les personnes ont remarqué que quand on fait chauffer de la matière, ils le faisaient probablement plus avec de la roche ou du métal, là. Bien, quand on chauffe un métal, par exemple, bien, il va avoir tendance à, plus il est chauffé, plus il va émettre de la lumière. Donc, donc c'est la première interaction lumière-matière qui a été observée, comme quoi, quand on donne de l'énergie thermique à un corps en tant que tel, disons une barre de métal, bien plus on donne d'énergie thermique, plus cette barre de métal-là va nous renvoyer de l'information lumineuse sous forme justement de lumière qui va commencer à apparaître rouge parce que la première lumière qui apparaît dans le spectre électromagnétique en termes d'énergie, c'est le rouge. L'énergie s'en va croissante vers la gauche. Donc, c'est le rouge qu'on rencontre en premier. C'est pour ça que quand vous avez une cuisinière, peut-être les plus vieux modèles aussi avec les serpentins, là, bien, quand vous avez un poêle ou une cuisinière, comme on l'appelle, là, bien, les ronds vont chauffer, ils vont devenir rouges en premier. Et donc, c'est pour ça que c'est la première couleur qu'on voit, là. Et c'est une application directe du rayonnement du corps noir, comme quoi le métal va nous renvoyer de l'information sous forme de chaleur, majoritairement, et aussi de lumière visible, qui va commencer par du rouge. Et si on chauffe de façon très, très intense cette barre de métal-là, qu'on met dans un feu très, 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 très fort, par exemple, bien, on peut voir le métal qui va commencer même à être chauffé à blanc. Donc, c'est une expression qu'on entend aussi, là. Chauffer à blanc, ça veut dire que le métal peut monter assez haut pour additionner des couleurs plus que le rouge et nous renvoyer une couleur là, qui va s'en aller vers le blanc. Ce que ça dit dans certains volumes, c'est qu'on peut atteindre là, à ce moment-là une température qui est proche de 1200 degrés Celsius. Donc, faut chauffer de façon très intense cette barre de métal-là. Et elle nous renvoie toujours une information lumineuse qui est de plus en plus énergétique. La première chose, donc, comme je vous disais, c'est ce qu'on s'est rendu compte ici, c'est quand on fournit de l'énergie à la matière est capable de nous redonner cette énergie-là. Donc, ça veut dire que la matière est capable d'absorber, d'emmagasiner et de réémettre de l'énergie. C'était la première observation de l'interaction entre la lumière et la matière. Donc, absorber l'énergie, comme je vous dis, et réémettre de l'énergie, ben, ça veut dire être capable d'absorber l'énergie lumineuse et la réémettre sous forme d'énergie lumineuse qui n'est pas nécessairement la même qui a été envoyée, c'est-à-dire que les longueurs d'onde peuvent être différentes là, à l'absorption comme à l'émission. Donc, ce qui est arrivé avec le rayonnement du corps noir, puis ce qui a mené vers la théorie des quantas, c'est qu'à un moment donné, selon la physique classique en tout cas, on serait censé de pouvoir chauffer cette matière-là à l'infini et elle serait capable de nous renvoyer de l'énergie de plus en plus élevée en retour. Mais à un moment donné, il arrête, le phénomène s'appelle la catastrophe ou la cascade dans l'UV. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le métal, ben, il peut soit fondre, il peut soit se désagréger. Donc, à un moment donné, la matière a une certaine limite à emmagasiner de l'énergie. Et rendu dans le coin de l'ultraviolet, bien, la matière n'est comme plus capable d'absorber cette énergie-là sous forme de chaleur, en tout cas. Donc, ça a supposé l'effet que la matière est capable d'absorber la lumière, mais en quantités qui sont prédéfinies d'avance et avec une certaine limite. Donc, c'est la première idée là, de la théorie de l'énergie qui est plus sur le côté quantique. Ça a amené M. Max Planck à faire des recherches sur ceci. Et ce qu'il s'est rendu compte, je fais quelque chose de très très rapide ici, là, je prends un raccourci très efficace, là. Max Planck, lui, a étudié justement là les plus petites variations possibles d'énergie dans la matière, et il s'est rendu compte que la matière est toujours capable d'absorber l'énergie par valeurs qui sont fixées d'avance, soit une valeur très petite qui s'appelle la constante de Planck, qui est une énergie très très faible. Vous voyez, fois 10 à la moins 34, là, c'est extrêmement faible. Mais ce qu'il s'est rendu compte, c'est que toute l'énergie qui varie avec la lumière et la matière est toujours soit cette valeur-là, ou un multiple entier de cette valeur-ci. Donc, à ce moment-là, il vient de prouver, Planck venait de prouver que l'énergie dans la matière varie de façon qu'on appelle discontinue, comme un petit escalier avec des marches très très fines. Le problème avec ceci, pour ce qui est de l'humain, c'est que cette énergie-là, elle est tellement faible que à notre œil, à nous,
c'est comme si l'énergie était continue. C'est comme si il n'y avait pas de saut d'escalier, là. C'est comme si c'était une courbe très très lisse, là. Et l'absorption et l'émission d'énergie. Donc à ce moment-là, on s'en rendait pas compte là, parce que c'est trop microscopique pour ce que nous, on était capable de, en tant qu'humains, de détecter. Là, ici, on parle probablement, encore une fois, là, du milieu des années 1800 au début des années 1900. C'est pas il y avait pas des appareils qu'on a aujourd'hui, là. Donc, à ce moment-là, Planck avait fait une grande découverte. L'idée de Planck a inspiré quelqu'un que vous connaissez, là, probablement, là, au moins de nom, qui s'appelle Albert Einstein. Albert Einstein a fait une expérience qui s'appelle l'effet photoélectrique. J'écris ici de voir la vidéo. J'ai placé la vidéo à quelque part dans le forum dans la semaine 7. Donc, si ça vous tente d'aller voir cette vidéo-là, là, ça vaut peut-être la peine, mais je vais prendre une image ici pour essayer de vous montrer à quoi ça peut ressembler. Ce que Einstein a voulu montrer, c'est qu'il y a une dissension, il y a une séparation entre ce qu'on appelle la physique classique et la physique des petites particules qui sont les atomes et neutrons, protons, et ainsi de suite, et les électrons qui viennent avec. Voici ce qu'on appelle le modèle classique, pour commencer. Le modèle classique, ben, vous avez déjà vu un jouet, là, ou une petite expérience comme ça, comme quoi quand on lève la balle de gauche, puis qu'on la laisse tomber, mais ça transfère l'énergie vers la balle de droite, puis elle va monter, puis elle va revenir, puis ça va cogner de chaque côté jusqu'à temps que ça s'épuise. Bien, le modèle classique dit que pour n'importe quelle collision, plus la balle de gauche a de l'élan, plus qu'il y a d'énergie qui va être transférée, et la balle de droite va monter de plus en plus haut. Et ça, c'est directement proportionnel à la force qui est initiale ici. Donc, le modèle classique de la physique dit que peu importe l'énergie qu'on donne ici, il va toujours avoir une réaction de la balle de droite pour monter. Si on donne peu d'énergie à gauche, il va y avoir peu d'énergie transférée à droite, beaucoup d'énergie à gauche, beaucoup d'énergie qui va être transférée à droite, ce qui veut dire que l'énergie, le mouvement, dans ce cas-ci, là, serait directement proportionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de la physique classique, qui est observable là, dans beaucoup de situations, ne serait-ce que dans ce petit jouet-là. Mais si on pense à quelqu'un qui frappe une balle avec une raquette de tennis ou un bâton de baseball, bien plus on frappe fort, plus la balle va aller loin. Hein? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ceci étant dit, la variation d'énergie et la réaction à l'énergie incidente, c'est-à-dire la première énergie à gauche, là, dans les nanoparticules, comme les atomes, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, et c'est ce que Einstein a prouvé avec son effet photoélectrique. Ce qu'Einstein a prouvé, c'est que, premièrement, il était capable, en fait, ça c'est pas difficile, là, envoyer de la lumière sur une surface métallique. Ce qu'il s'est rendu compte, c'est que s'il mettait un détecteur à 90 degrés de l'autre côté de l'onde, ce qu'on appelle l'onde incidente, il était capable de détecter des électrons qui étaient éjectés de la surface du métal. Donc, les métaux sont riches en électrons, puis sont riches en électrons qui sont mobiles, là, ils sont faciles à arracher parce que les métaux ne les gardent pas bien. Là. Et à ce moment-là, bien, là, ici, il y a deux phénomènes ultra importants qui ont été définis par Einstein. Le premier, c'est que pour la première fois, il y avait une preuve qu'en envoyant de l'énergie lumineuse, donc c'est-à-dire une onde, il était capable de faire bouger une particule physique, un électron qui est une boule de matière. Donc, par la force de la lumière, il était capable de faire bouger un électron. Ça, c'est une découverte formidable là, quand on y pense. Là. Vous avez une particule, c'est-à-dire une énergie ondulatoire qui fait bouger une particule physique. Donc, c'est comme si, ici, j'envoyais de la lumière sur la bille de gauche, puis c'était capable de faire bouger la bille de droite. Ça défie totalement là, ce que ce petit jouet-là est capable de faire. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, ce jouet-là. C'est pas en envoyant de la lumière qu'on est capable de faire bouger les billes. Mais pour ce qui est des électrons, c'est exactement ce qui se passe. Donc, en envoyant de la lumière, on est capable de faire bouger des électrons. Ça, c'est la première découverte super importante de l'effet photoélectrique, c'est qu'avec une énergie lumineuse, on fait bouger une particule physique. Ça a amené l'idée que la lumière contient peut-être ce qu'on appelle une dualité dans sa définition. Donc, elle contiendrait une partie électromagnétique ondulatoire, et à l'intérieur de ça, il y aurait peut-être aussi une partie qu'on appelle corpusculaire. Donc, est-ce qu'il y a des morceaux de lumière
Donc ça, c'était la question qui était posée par Einstein. Et c'est avec ça qu'il est arrivé avec sa définition d'un photon. Un photon qui serait une boule de lumière qui est capable de rentrer en collision avec les électrons pour pouvoir les éjecter. D'accord? Donc ça, c'est un peu ésotérique, là, mais c'est l'image là, qu'il a essayé de donner en définissant le photon. Donc c'est comme si à l'intérieur de la lumière, il y avait les deux comportements et ondulatoires et physiques, corpusculaires, qui sont présents en même temps. Donc comme je vous dis, ça c'est la première découverte super importante de l'effet photoélectrique, là, comme quoi il y a vraiment une interaction entre la lumière et la matière. La deuxième découverte super importante, qui est peut-être un numéro 2 là-dedans, là, mais qui est quand même très importante aussi, c'est que si on change la longueur d'onde de la lumière, il y a deux choses qui peuvent arriver. Si on augmente l'énergie, donc si on raccourcit la longueur d'onde de notre lumière, bien vous allez avoir des électrons qui vont être éjectés avec une plus grande vitesse. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas la quantité de lumière qu'on envoie, mais bien sa longueur d'onde qui représente sa force. Donc, autrement dit, encore une fois, qu'est-ce qui fait que ici, l'équivalent, c'est que je peux monter ma bille plus haut à gauche, puis je la fais descendre, là. Bien, c'est pas la force que je mets dedans, mais c'est plutôt la longueur d'onde qui va plutôt exprimer l'énergie lumineuse. Donc, l'énergie de la lumière est directement reliée à sa longueur d'onde ou à sa fréquence, là, les deux étant reliés ensemble. Donc à ce moment-là, si on raccourcit la longueur d'onde, on augmente l'énergie de l'onde, on fait extraire des électrons à une plus grande vitesse. Donc, c'est comme si la collision était plus forte. Ça, c'est une première seconde découverte, comme je vous disais, mais qui est la moitié de cette seconde-là, parce que l'autre moitié de la découverte, c'est qu'il existe aussi des longueurs d'onde qui sont incapables de faire extraire d'électrons parce que leur fréquence n'est pas assez élevée, ou leur longueur d'onde n'est pas assez courte, là, pour faire éjecter des électrons. Donc, il existe ce qu'on appelle une fréquence seuil qui va faire que les électrons vont commencer à être éjectés. Si je reviens à mon exemple de ces billes-là, c'est bizarre à dire, mais c'est comme s'il y avait une hauteur minimale à gauche que je dois monter ma bille pour faire bouger celle de droite. C'est comme si, à cette hauteur-là, comme c'est illustré, on pourrait penser que si la hauteur est pas assez élevée, bien ça va descendre, ça va cogner ici, mais il va rien se passer. Donc c'est comme si la force initiale minimale n'était pas atteinte et il n'y avait pas de phénomène pour faire bouger la bille de droite en tant que telle. Dans un jouet comme ça, encore une fois, c'est absolument c'est pas concevable. Comme je vous disais tantôt, peu importe la hauteur qu'on va faire monter la bille de gauche, la bille de droite va quand même bouger. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle la mécanique classique. Mais dans la mécanique quantique, c'est comme si on levait cette bille-là, et si elle n'est pas assez haute, la bille de droite ne bouge pas. Tant que la hauteur minimale ne soit pas atteinte pour faire bouger la bille de droite, bien, la fréquence seuil n'est pas atteinte. Donc, si on essaie de transposer ça dans cette image-là, c'est un petit peu qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc, en vous disant ça, j'essaie aussi de vous montrer la différence entre ce qu'on appelle la mécanique classique et la mécanique ondulatoire, ou quantique, là, qui nous amène à des phénomènes qui sont pas facilement visualisables au niveau macroscopique, parce qu'on n'est pas habitué de voir ce genre de phénomène-là. Et quand on est au microscopique, c'est exactement ce qui se passe. Donc, l'effet photoélectrique d'Einstein a montré, comme je vous dis, que on est capable de faire bouger des particules physiques avec de la matière. Ça, c'est une grosse découverte. Et deuxièmement, on n'est pas toujours capable de faire bouger la matière parce que ça prend une énergie minimale. Et ça rejoint directement ce que Planck disait, comme quoi il y a des marches à atteindre avec des énergies minimum pour faire un phénomène possible, là, ou pour rendre un phénomène possible quand on fait interagir la lumière et la matière. L'effet photoélectrique a valu à Einstein son prix Nobel. C'est pas pour la théorie de la relativité qu'il a eu son prix Nobel, c'est pour l'effet photoélectrique. Il y aurait eu un deuxième prix Nobel éventuellement là, pour la théorie de la relativité et tout, sauf que il est mort avant, puis les prix Nobel doivent être remis du vivant. Donc pendant que la personne est vivante, il n'y a aucun prix Nobel qui est remis à titre posthume. Donc Einstein aurait eu son deuxième prix Nobel, mais il est malheureusement décédé avant, donc il n'a pas pu avoir son deuxième prix Nobel. Donc pour la petite histoire, là, ça ressemble à ceci. Donc ça nous amène, comme je vous dis, à l'énergie d'un photon, l'énergie lumineuse
que vous allez calculer dans les exercices, bien c'est égal à la constante de Planck, qui est ici, okay, que vous allez avoir toujours fourni, là, et on multiplie par la fréquence de l'onde, et on va avoir l'énergie d'une onde. Donc dans les exercices, quand on mentionne quelle est l'énergie d'une onde, bien c'est ce qu'on vous demande de calculer. E est égal à H fois la fréquence. N'oubliez pas que la fréquence aussi, c'est égal à C sur lambda, c'est-à-dire vitesse de la lumière divisé par la longueur d'onde. Donc, on peut remplacer le symbole de la fréquence ici par C sur lambda quand on nous fournit la longueur d'onde dans le problème en tant que tel. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec ceci. Ça fait donc le tour là, de cette partie lumière et corpuscule et particularités ondulatoires. Là. Je vais revenir avec une autre capsule pour faire la partie 5.2.